Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et donc avec Guillaume Tabar ce matin encore. Guillaume, bonjour. Bonjour Bernard. Il est chez nos confrères de France Inter ce matin. Il va commencer à parler dans 8 minutes exactement. Il est tout à l'heure devant les patrons du MEDEF cet après-midi. Il tient demain une conférence de presse sur le Covid-19. Est-ce qu'on peut, avec tout ça, parler d'heure de vérité pour Jean Castex? Ben oui, le Premier ministre entre dans le dur. Après près de 2 mois à Matignon, il entre dans cette période où il ne va plus être jugé sur son image et ses intentions, mais sur son action et ses résultats. Alors vous avez cité quelques-unes de ses interventions de la semaine. Faudrait aussi rajouter toutes celles qu'il va faire la semaine prochaine pour présenter enfin le plan de relance dont il n'entend pas laisser la paternité à Bruno Le Maire et à Bercy. Grosse présence médiatique donc, mais on ne peut pas parler de rentrée puisque depuis sa nomination, Jean Castex n'est pas parti. Pour te dire, il n'a pas arrêté en multipliant les déplacements, 22 en à peine plus d'un mois, de Lille à Nice. Cette omniprésence avait un double objectif. D'abord se faire connaître et ensuite surligner même cette image d'homme de terrain, d'homme des territoires, comme on dit maintenant dans une formule un peu lassante. Mais c'était de la présence, pas de la gouvernance, de la communication et pas de l'action. Pour le dire autrement, cette période estivale a servi à Jean Castex de rodage. Mais maintenant, que ce soit pour conjurer une seconde vague du Covid ou pour mettre en œuvre concrètement le plan de relance, c'est sur les actes qu'il est attendu. Alors cette période de rodage, Guillaume, comme vous dites, a-t-elle permis à M. Castex de construire un lien avec l'opinion? Disons que Jean Castex a bénéficié d'un bon accueil de l'opinion. Et ça n'était pas gagné, compte tenu de la popularité de son prédécesseur, Édouard Philippe, dont le renvoi n'a jamais vraiment été expliqué par Emmanuel Macron. Mais l'opinion, vous savez, elle ne s'en laisse pas compter et elle veut des résultats. Et via les sondages, elle le dit clairement, dans la vague de rentrée du baromètre IFOP-JDD, le Premier ministre a perdu 7 points d'un coup et plus encore au sein de l'électorat de droite, celui qu'il était pourtant censé séduire en priorité. Preuve qu'occuper le terrain ne suffit pas à préserver un état de grâce. Mais ça, honnêtement, Jean Castex le savait. En privé, il le dit, en passant de l'administratif au politique, je savais que j'en prendrais plein la gueule. Eh oui. Ce sont ses mots en privé, bien entendu. En tout cas, le voilà prévenu. Il faut très vite de l'action concrète. Il faut très vite des résultats tangibles pour les Français. C'est vrai, bien sûr, face à la crise sanitaire, face à la crise économique, mais c'est vrai tout autant sur les questions de sécurité et d'autorité, avec cette multiplication d'actes de violence à propos desquels les Français ne se contenteront pas longtemps de propos futiles martiaux du ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup. Et à ce sujet, je rappelle que hier encore, un maire a été violemment frappé par un de ses administrés parce qu'il lui faisait une remarque à propos de sa voiture mal stationnée ou quelque chose comme ça. Il y a une réunion la semaine prochaine entre le gouvernement et les élus locaux pour essayer de prendre à bras-le-corps ce problème. Guillaume Tabar du Figaro, chaque matin sur Radio Classique. Donc demain, jeudi aussi, à demain Guillaume. Il est 8h15 exactement, c'est l'heure de notre invité. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette. Cet invité s'appelle Benjamin Davido, il est infectiologue, il est directeur médical de crise du Covid-19 à Raymond Poincaré, l'hôpital de Garches. Monsieur Davido, bonjour. Bonjour à vous. Marseille, à partir de ce soir, sera donc la première ville de France totalement masque obligatoire partout dans l'espace public extérieur. Avant, c'était dans certaines rues, dans certains quartiers, à certaines heures, etc. C'était extrêmement compliqué. Là, cette fois-ci, c'est clair. Marseille, si vous sortez de chez vous, vous mettez un masque, l'affaire est réglée. C'est logique selon vous et c'est indispensable au vu de ce qui se passe dans les Bouches-du-Rhône notamment et aussi d'ailleurs à Paris puisque ce sont 2 foyers importants de reprise de la pandémie. Donc peut-être que demain ce sera Paris et à ce moment-là vous applaudirez? Alors il y a 2 points d'abord qu'il faut préciser. La première, c'est que aujourd'hui le comptage des PCR positifs dépend de votre lieu. Les PCR, ce sont les tests prélèvements nasopharyngés dépend de votre lieu de résidence. Oui. Donc si vous partez en vacances à Marseille et que vous êtes parisien, vous émargez sur Paris et vice-versa. Donc ça rend très compliqué l'application, rétrospectivement, des mesures sanitaires. Ça, c'est la première des choses qu'il faut avoir en tête, surtout lorsqu'il y a un lieu de villégiature et de vacances. Donc attendez, si je vous comprends bien, ça veut dire que si on est testé positif à Marseille sur son lieu de vacances, on est comptabilisé à Paris? Absolument. Ah d'accord. Donc ça rend très compliqué l'application des mesures. Donc ça qui veut sont pas dire que ça reprend dans les Bouches-du-Rhône, parce qu'il y a plein de gens qui passent leurs vacances de ce côté-là. Alors ce qui est très compliqué, premièrement, c'est que lorsqu'on va revenir, finalement, ça va dépendre de quand est-ce qu'on est parti. On peut et vous contaminer sur le lieu de résidence initiale. Je savais pas ça. Et lorsqu'on est malade et qu'on va se balader
en province, eh bien, on va aussi contaminer des gens localement. Donc c'est très très difficile aujourd'hui d'interpréter ces chiffres avec les mouvements de population. Ça ne l'était pas avant les vacances, ça le sera probablement pas au retour. Ça, c'est la première des choses. Oui. Sur les grandes agglomérations, ça rend très difficile le calcul. Donc quand les gens seront revenus à leur lieu de résidence habituel. Absolument, absolument. Ce qu'on sait, pareil pour Paris, typiquement, c'est que les aéroports de Paris émargent dans la case de l'Île-de-France et de Paris, mais ne changent pas vraiment les statistiques. Oui. Et l'application de ce port du masque à l'extérieur, scientifiquement, aujourd'hui, on n'a que 2 publications scientifiques qui vont dans ce sens. Une vieille publication de 2003 sur le SARS de Hong Kong, donc sur une ville avec une densité de population très particulière et qui expliquait que c'était bénéfique sur la place des marchés, là où il y avait beaucoup de gens et donc beaucoup de contamination locale. Donc c'est très difficile de le généraliser à une grande ville, une grande agglomération et à un pays. Et puis des données plus récentes, pas encore validées scientifiquement, qui montrent justement pas l'inverse, mais qui montre que le port du masque est 20 fois plus efficace à l'intérieur qu'à l'extérieur. Attendez, Benjamin Davido, vous dites très clairement que cette mesure est superfétatoire. Cette mesure, elle est pédagogique et incitative pour apprendre à porter le masque dans les endroits où probablement le masque n'a pas été bien assimilé, bien approprié. Et on voit aujourd'hui malheureusement encore, y compris à l'extérieur et parfois à l'intérieur, je le déplore, j'ai pris l'avion il n'y a pas si longtemps que ça, des gens qui mettent le masque sous le nez. Absolument. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où finalement on est obligé de faire de la pédagogie avec un message clair. Moi je trouve que le bénéfice de ce message, c'est qu'au moins c'est la loi du tout ou rien, c'est masque ou pas masque, oui. Mais que on se retrouve... C'est ce qu'a promis M. Macron hier, il a dit les règles seront simples et pour tout le monde pareil. Donc... Absolument, moi j'avais plaidé premièrement pour non pas un masque obligatoire mais un masque recommandé sur des zones, notamment dans des endroits où il y a de fortes densités de population, avec un balisage, ce que moi j'avais appelé le plan Vigie-Covid, à l'instar de Vigie-Pirate. Ouais. Bon, ça s'est plus ou moins fait dans certaines villes. C'est manifestement pas ce qui se passe pour Marseille, mais je pense qu'on manque de pédagogie. Encore une fois, quand on voit que dans les salles de cinéma aujourd'hui, le port du masque n'est pas obligatoire au sein de la salle, mais il l'est dans les espaces d'attente, que pour l'instant dans la file pour acheter le billet, oui. Absolument. Quand on voit, et que du coup on va l'obliger à l'extérieur, alors que les publications scientifiques montrent que c'est 20 fois plus efficace à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est étonnant. Et puis que les entreprises encore sont réfractaires, alors qu'on annonce à la rentrée, et je pense que c'est une très bonne chose, de répandre largement le port du masque pour faire des choses simples, c'est-à-dire qu'on rentre dans une pièce, on met un masque, je pense que c'est un message extrêmement simple, oui. Pas brouillon. Et bien là encore, on voit qu'il y a des freins, et donc c'est difficile, on est dans une ambivalence peut-être très française, et il faut qu'on avance parce que ça va durer. Ça va durer. Alors, on va en parler dans un instant. Évacuons la question des masques, parce qu'il y a encore des questions. Masque en tissu ou masque chirurgical? Je rappelle, le chirurgical, si on le porte toute la journée, il faut en avoir 3 dans la journée disponibles par personne. Hein. C'est un coût d'1,50 € minimum par personne et par jour. Alors, donc, le tissu ou le chirurgical? C'est une bonne question. Il y a des publications scientifiques récentes qui montrent, en fait, en résonance, ce qu'on appelle des couches, les layers en anglais, que le masque chirurgical, c'est 3 couches. Et donc, c'est un peu comme le Moltonel triple épaisseur, vous filtrez mieux. Et donc, quand vous mettez un masque chirurgical, vous avez beaucoup moins de risques, typiquement quand vous toussez, de transmettre des postillons et des particules virales. Et aujourd'hui, c'est mieux que le tissu. Donc. L'élément de référence, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, pour les tissus, c'est très compliqué de les différencier. Vous allez avoir 10 gammes de tissus différentes, avec des couches, des fabrications différentes, puisque c'est ce qu'on appelle un masque artisanal. Et donc, ce qui est sûr, c'est que le point de référence, si on veut ne pas se tromper, et si on veut mieux se protéger et protéger les autres, aujourd'hui, c'est le masque chirurgical. Et il y a plusieurs publications scientifiques qui vont dans ce sens, avec des subtilités, mais en tout cas, sur le masque chirurgical, on a finalement ce qu'on appelle un gold standard, c'est-à-dire un traitement, pas un traitement, en l'occurrence un appareil de protection respiratoire qui est calibré et qui est efficace. Donc j'en reviens au coût de cette affaire-là, parce que ça a un coût. Évidemment, il faut les fabriquer, il faut les transporter, il faut les vendre, etc., etc. Est-ce que vous comprenez que le gouvernement ne veuille pas payer les masques des mômes qui vont aller à l'école la semaine prochaine au collège en disant non, c'est pas à la puissance publique et à l'État de payer ça. Du coup, les régions, les départements, les villes prennent le relais, etc. Classique. Et pourtant, il y a plein de gens qui disent mais attendez, l'école est obligatoire et gratuite. Les enfants vont à l'école de manière obligatoire, on les oblige à mettre un masque, l'État doit payer les masques. Alors à ma connaissance, il n'y a aucun pays au monde qui paye les masques. Qui paye les masques, ça c'est la première des choses. La deuxième chose, avec une certaine nuance par rapport à ce que je viens de dire, les masques artisanaux font le job. On se retrouve moins efficace sur le côté filtrant, oui. D'accord. Et aujourd'hui, l'alternative pour les gens qui peuvent pas se payer un masque chirurgical, c'est quand même un masque artisanal qui est réutilisable, lavable, et en réalité, on peut fournir à tous les enfants à moindre coût. Absolument. Et la réalité concernant, parce qu'on le rappelle souvent très peu,
Mais la durée de vie d'un masque chirurgical, c'est basé sur pas grand-chose. C'est basé sur des anciennes études sur le staphylocoque doré, un germe pour le coup qui est manuporté, pour lequel le traitement c'est le lavage des mains et pas le port du masque. Ouais. Et pour laquelle on avait démontré, c'est des modèles expérimentaux, qu'en fait au bout de 4 heures, eh bien le masque était saturé en staphylocoque et qui est une bactérie et qui n'a pas du tout un virus donc. Et qu'il fallait le changer et qui n'a rien à voir. Et pour le Covid, on ne sait pas. Alors, donc dans le doute, on le change. Ce qu'on sait, c'est que lorsqu'un masque est humide et mouillé, eh bien, il est moins efficace, il a moins de pouvoir filtrant. Et donc dans le doute, on change, vous avez raison. Et donc certaines personnes font sécher leur masque, le laissent de côté. On sait par exemple qu'au bout de 24 heures, normalement sur un tissu, typiquement en coton, eh bien, il n'y a plus de virus, il n'y a plus de particules virales. Donc si on met de côté son masque la nuit, on peut imaginer que le lendemain matin, on peut réutiliser son masque avec une certaine logique, à partir du moment où le masque n'est pas effrité, n'est pas émietté, n'est pas déchiré, ce qui fait qu'il n'aurait plus son pouvoir protecteur et isolant. Benjamin Davideau, on a appris ce matin qu'un homme de 33 ans infecté en mars à Hong Kong est apparemment réinfecté en août. C'est le premier cas. Hein. Ça change tout. Ça change tout pour la recherche du vaccin, notamment. Écoutez, je vais vous décevoir, ça ne change rien. Ça change rien. Alors c'est une très bonne question. En fait, il y a deux choses à comprendre. La première, d'abord, il faut rassurer les auditeurs et les téléspectateurs sur le fait que cette histoire concerne un individu jeune qui avait fait une forme que nous on appelle dans le jargon paucisymptomatique, c'est-à-dire pauvre en symptômes, qui sont des formes d'évolution bénignes. Il a eu un peu de fièvre. Exactement, un peu de fièvre. C'est exactement ça qu'il a fait et qui a été dépisté et qui a guéri. C'était de mémoire en mars. Et cette personne en fait s'est fait retester à l'aéroport en Espagne lorsqu'il retournait, je crois que c'était par l'Angleterre, à Hong Kong. Et à ce moment-là, ce qu'on appelle un dépistage fortuit, c'est-à-dire que l'individu n'avait aucun symptôme. Donc il n'est pas retombé malade. Aléatoire. Absolument. Et en fin de compte, on sait que chez les jeunes qui font ce qu'on appelle les formes paucisymptomatiques, on n'a pas d'immunité, on n'a pas d'anticorps. Si on fait la sérologie, on ne retrouve pas de stimulation du système immunitaire parce que c'est passé comme une lettre à la poste, cette maladie. C'était la fameuse grippette. Fameuse grippette du jeune. Et donc dans ce cas-là, en fait, on n'a pas d'immunité, on n'a pas d'anticorps. Et donc, la moralité, c'est que tout le monde doit porter le masque, puisque y compris les gens qui l'ont fait et qui sont jeunes. Et aujourd'hui, la problématique, c'est que les jeunes, justement, portent mal le masque, le portent pas assez ou pas du tout, et contaminent les aînés ou contaminent d'autres personnes au sein de leur famille, ou même des jeunes qui sont fragiles. On peut être jeune et asthmatique, on peut être jeune et obèse, on peut être jeune et diabétique, et donc faire une forme grave. Et donc ça veut dire que, au contraire, il faudra vacciner. Ça, c'est de l'immunité naturelle. C'est-à-dire que l'immunité naturelle chez les jeunes, et on le savait, la moyenne, c'est 90 jours, bim, et là on tombe sur une rechute à 4 mois. C'est exactement ce qu'il y avait écrit, c'est ce qu'on savait. Chez les jeunes, il n'y a pas d'immunité au-delà de 3 mois. Ok. Dans les formes qu'on appelle bénignes. C'est jusqu'à quel âge ? C'est les moins de 45 ans. Moins de 45, d'accord. Voilà. Et à contrario, les gens qui ont fait des formes sévères, qui ont été hospitalisés, et il faut les rassurer, ces gens-là, a priori, ont une immunité acquise qui est durable dans le temps, puissante absolument, et donc ils n'ont pas de risque de se recontaminer. Ils ont sauvé leur peau in extremis, mais ils sont sauvés. Absolument. Et donc ça ne remet en rien la question du vaccin, et au contraire, je pense que ça la remet sur le tapis, sur le devant de la scène, en disant que finalement c'est une maladie qui est pas si simple que ça à gérer, puisqu'elle va faire le tour de la planète, et qu'on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs, ce qu'on appelle les génotypes, c'est-à-dire il y a au moins 6 génotypes différents, 6 virus différents entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique, et que lorsque les frontières et le monde va reprendre la vie d'avant, eh bien on va voyager. Et donc on va se réexposer à un risque de recontamination, ce qu'on craignait beaucoup dès le début, et qui est en train de se dessiner tout doucement, et d'un seul cas, il y aura probablement d'autres. Ce qui sera peut-être la fameuse deuxième vague. Enfin, j'ai lu tout et n'importe quoi. Hein. J'ai lu, on est en fin de première vague, on est en début de deuxième vague, on est dans le creux de la vague. Enfin bon, c'est une excellente métaphore estivale. Vous comprendrez. Oui. Non, alors la deuxième vague, honnêtement, moi ce terme, je le réfute depuis longtemps. C'est un terme qui est galvaudé. C'est par analogie à ce qui s'est passé la première vague, c'est la saturation du système hospitalier, des malades à n'en plus pouvoir sur des brancards et qui attendent pour aller en réanimation. Cette situation, on espère qu'elle n'arrivera plus et elle n'a pas de raison d'arriver tant qu'on est capable de dépister, de faire exactement ce qu'on fait tous les jours, de se masquer. On n'a pas de raison de revivre ça, et donc c'est la suite de la première vague. 600 000 par semaine actuellement, des dépistages. Écoutez, il reste 40 secondes, il faut que je vous pose la question. Vous savez peut-être pas que chez Monsieur Raoult à Marseille, actuellement, ils sont en train de tester le vaccin russe sur des volontaires. Ça a commencé depuis quelques jours, donc ils sont habilités par les Russes visiblement à faire ça. Vous y croyez au vaccin russe si tôt ? Alors, le vaccin russe, c'est ni plus ni moins la même chose que le vaccin américain, que le vaccin exotique, le vaccin européen. C'est juste un effet d'annonce. Ils sont en phase 3, comme tout le monde. Et ce que je pense, la bonne nouvelle, c'est qu'on est à l'image de ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est un nom très astronomique, Spoutnik. C'est qu'on est dans la conquête de la Lune, on est dans la conquête du monde et de la santé. Et que ça, c'est une bonne chose parce que la santé, tout le monde en a besoin.
Benjamin Davido, directeur médical de crise Covid-19 à Raymond Poincaré à Garches, était l'invité de Radio Classique. C'est dommage parce que j'aurais bien pris 5 minutes de plus avec vous. Une prochaine fois. À la prochaine. Merci, bonne journée à vous. Il est 8h27. Melania Trump et Laurent Saïm, c'est toute une histoire. Et c'est dans l'actualité ce matin puisque la première dame des États-Unis a parlé hier soir à la Convention de Charlotte. Et ce n'est pas tous les jours qu'elle parle, ça suffit à alimenter la note américaine. Juste après ça.